Retour chez les hommes tristes. Quelle étrange aventure songea Élodie en se laissant couler dans les profondeurs du lac glacé. Heureusement ce n'est qu'un rêve. Tout de même, je vais être bien déçue en me réveillant. Il faudra retourner au collège, recommencer à m'ennuyer. Les choses vont me sembler bien ternes après ce que je viens de vivre en imagination. Pendant qu'elle descendait toujours plus bas au sein des eaux froides, elle croisait d'autres nageurs qui, eux, essayaient désespérément d'atteindre le royaume des songes. Certains d'entre eux avaient commencé à se transformer en statues de glace. D'autres se dissolvaient, perdant peu à peu leur forme comme un sucre trempé dans du café brûlant. « J'ai eu de la chance d'arriver intacte », se dit la jeune fille en jetant un regard attristé à ces pauvres créatures qui ne parviendraient jamais au bout du voyage. Enfin, alors qu'elle commençait elle-même à claquer des dents, elle distingua une tache jaune et vacillante sous ses pieds. « La lumière de la salle de bain, songea-t-elle. Je vais me réveiller d'une seconde à l'autre et tout sera fini. Quel dommage !» Effectivement, elle eut tout à coup la pression de suffoquer et ouvrit les yeux en crachant de l'eau savonneuse. Elle se trouvait dans sa baignoire. Elle comprit qu'elle s'était assoupie en prenant son bain et qu'elle avait fini par boire une bonne tasse. Elle s'assit en toussant. À tâtons, elle chercha une serviette pour s'essuyer. « Quel drôle de rêve !» se répéta-t-elle en sortant de la baignoire. « Je ne le raconterai à personne. On me prendrait pour une folle. » La tête lui tournait, comme si elle descendait d'un manège. Elle s'aperçut alors que son peignoir dégoulinait sur le carrelage, à croire qu'elle s'était baignée avec. En outre, il était gorgé d'une eau glacée qui lui donnait des frissons. Elle s'en débarrassa aussitôt. En s'approchant de la baignoire pour essorer le vêtement, elle vit quelque chose au fond, un sac. Un sac de cuir jaune muni d'une bandoulière et d'une grande poche à fermeture éclair. Elle crut qu'une décharge électrique lui remontait le long de la colonne vertébrale. « Le sac kangourou !» balbutia-t-elle. « Se pourrait-il que… » Elle fit un bond jusqu'au miroir surplombant le lavabo pour examiner son épaule gauche. Un tatouage bleu s'y étalait. Un tatouage représentant un jeune chevalier. « Bon sang !» souffla-t-elle. « Ce n'était pas un rêve. Tout ça m'est bien arrivé. » Machinalement, elle repêcha le sac de cuir jaune et le suspendit à une patère. La salle de bain était à présent un véritable chantier de flaques d'eau. Élodie s'empressa de l'éponger du mieux possible. Elle agissait en état second, essayant d'ordonner ses idées. Ce n'était pas rien de s'endormir collégienne et de se réveiller dans la peau d'une princesse, hors la loi, spoliée de son royaume. Il allait lui falloir au moins 3 minutes pour s'y habituer. Ainsi, tout ce que lui avait dit le Limpin Rose était vrai. Quand elle eut nettoyé la salle de bain et vidé la baignoire, elle se saisit d'un peigne pour se coiffer. Soudain, en s'examinant dans le miroir, elle s'aperçut avec horreur qu'elle n'avait plus de nez. Son nez avait disparu. À la place, s'étendait une surface de peau rose, toute lisse, toute bête. « Tinky Pinky m'avait prévenu, se rappela-t-elle. Je suis restée trop longtemps de l'autre côté. Mon corps a commencé à s'atrophier pendant mon absence. C'est affreux. » En s'examinant plus attentivement, elle vit qu'il lui manquait aussi l'oreille gauche et qu'elle n'avait plus que 3 doigts à la main droite. Ces disparitions n'avaient occasionné aucune blessure, aucune cicatrice, mais il lui serait difficile de se rendre au collège dans cet état. Même si, d'ordinaire, on ne faisait guère attention à elle, ses camarades de classe, ses profs ne manqueraient pas de remarquer les transformations dont elle était affligée. Privée de nez, son visage était carrément bizarre. Elle sentait le désespoir l'envahir quand elle se souvint des recommandations de Tinky Pinky. En cas de problème, demandez l'aide du tatouage. Élodie se dépêcha de frotter l'image imprimée sur son épaule avec la paume de sa main droite. Une grosse étincelle électrique se produisit, le dessin se détacha de sa peau, flotta dans l'air
et se mit à prendre consistance et épaisseur. En l'espace de 3 secondes, il se métamorphosa en un garçon d'apparence réelle, vêtu à la façon d'un page du Moyen-Âge et qui portait une dague sur la hanche. Il avait les cheveux très noirs et une jolie figure. Une cicatrice lui balafrait la joue gauche, souvenir d'un coup d'épée reçu sur quelque champ de bataille. Il portait un pourpoint bleu et un haut-de-chausses jaune. Il s'inclina fort civilement devant Élodie, en une sorte de gracieuse révérence. « Je suis à votre service, votre Altesse, déclara-t-il. Je me nomme Thierry de Montpéril. Je suis votre chevalier servant. Je ferai mon possible pour vous secourir dans l'épreuve. Je suis prêt à mourir pour vous si cela s'avère nécessaire. J'ai 14 ans, j'ai déjà guerroyé sur moult champs de bataille et brisé maintes lances en 100 tournois. » Élodie resta une seconde bouche bée. Le langage du jeune homme la changeait terriblement de celui des garçons de sa classe qui s'exprimaient à coups de « Waouh, trop cool, ah, la meuf, Zarbi le cum, il est ouf, ça le fait pas. » « Salut, répondit-elle bêtement en se maudissant de ne rien trouver de plus élégant. « Si je puis me permettre, fit Thierry en se redressant, je ferai remarquer à votre Altesse princière qu'elle n'a plus de nez. Plus d'oreilles non plus. Quant à la main, elle laisse à désirer. Cela dit, ces manquements ne nuisent nullement à sa beauté naturelle. » Élodie se dandina mal à l'aise. Elle n'avait pas l'habitude d'être traitée avec autant d'égards. « Justement, soupira-t-elle, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Peux-tu m'aider » Le garçon fronça les sourcils. Cela lui donnait l'air encore plus mignon. Élodie se sentit rougir. « Cela tient à ce que ce corps n'est pas réellement le vôtre, expliqua Thierry. C'est une sorte de prison dans laquelle votre esprit est enfermé. Une espèce d'armure de chair et d'os, si vous préférez. Mais comme elle n'est pas vraiment humaine, cette enveloppe a tendance à se rétracter dès qu'elle n'est plus habitée. Elle rétrécit, se déforme. Si un rêveur s'absente trop longtemps, son enveloppe peut se ratatiner jusqu'à devenir aussi petite qu'une poupée. »« Je sais, coupa Élodie d'une voix tremblante. Le lapin rose m'avait prévenu. Est-ce définitif ? Pas dans votre cas. J'ai là des pilules de solidité qui vont réparer ce corps et permettre aux organes manquants de repousser. » Le jeune chevalier fouilla dans la bourse de cuir suspendue à sa ceinture et en tira un drageoir d'or contenant des cachets bleuâtres qu'il versa dans la paume d'Élodie. « Que votre Altesse en prenne un tous les quarts d'heure, spécifia-t-il, jusqu'à repousse complète des parties disparues. Dès que les organes auront atteint la bonne longueur, il faudra arrêter d'avaler ce médicament. Sinon, le nez deviendra trop grand, de même pour les oreilles ou les doigts. Cela pourrait s'avérer gênant. Un rêveur doit s'appliquer à conserver une apparence banale, se rappeler qu'il n'est qu'un passager clandestin du réel. Une sorte d'extraterrestre, comme disent les gens d'ici. Tu veux dire qu'en réalité je n'ai pas vraiment ce visage, s'enquit Élodie ? Non. Votre Altesse est bien plus belle au royaume des songes. Mais ici, il importait qu'elle ait l'apparence d'une collégienne très ordinaire. Il ne fallait pas attirer l'attention. Se sentant devenir aussi rouge qu'une tomate, Élodie se détourna prestement. Elle avala un cachet et se pencha sur le lavabo pour avaler une gorgée d'eau au robinet. Ce subterfuge lui donna le temps de recouvrer sa coloration habituelle. Votre Altesse doit garder à l'esprit qu'elle n'est pas humaine, insista Thierry de Montpéril. Elle est exilée sur cette terre d'ennui, elle le restera tant qu'elle n'aura pas trouvé la clé qui la tient enfermée dans ce corps prison. Tu ne pourrais pas m'appeler simplement Élodie, suggéra la jeune fille, et me dire tu. Ça me gêne horriblement d'être traitée comme une princesse. Mais vous êtes une princesse, s'indigna le garçon. Jamais je ne me permettrai de parler à votre Altesse comme à une va-nu-pieds. Je préférerais encore être décapitée de sa main. Bon, laisse tomber, soupira l'adolescente. On n'y arrivera pas. Explique-moi plutôt ce que je dois savoir. Il va falloir que je me décide à sortir de la salle de bain et mes parents m'attendent de l'autre côté de cette porte. Ce ne sont pas vos vrais parents,
cela vous devez vous en convaincre. Ne voyez en eux que des geôliers préposés à votre garde. Ils ne sont pas réellement vivants. Ce sont plutôt des pantins, des marionnettes, à qui l'on a enseigné un certain nombre de comportements, de phrases banales. Vous avez dû remarquer qu'ils disent et font toujours la même chose. Oui, toutes les soirées se ressemblent. Ils parlent des mêmes trucs sans intérêt, le travail, la politique, les impôts, puis s'affalent devant la télé. Et ça recommence le lendemain. J'ai souvent eu l'impression que c'étaient des robots fonctionnant sur un programme minimum. C'est une assez bonne définition, approuva Thierry. Les pantins n'éprouvent aucun sentiment. Ce sont des gardiens, des exécutants. La nuit, ils ne dorment pas. Ils restent allongés dans leur lit, les yeux grands ouverts. Si vous vous faufiliez dans leur chambre, vous constateriez qu'ils sont raides, couchés comme des statues tombées de leur socle. Ils attendent, c'est tout. Ça me rassure, avoua Élodie. Je me sentais coupable de ne pas les aimer. En fait, j'ai toujours éprouvé le sentiment d'être une parfaite étrangère dans cette famille, de n'avoir rien en commun avec ces gens-là. Vous comprenez pourquoi. Faites néanmoins attention. Les pantins sont des sentinelles dont la mission consiste à vous empêcher de rêver. Ils s'appliqueront à vous alourdir, pour vous obliger à rester sur terre. Je suis certain qu'ils vous font absorber chaque matin de petites doses de poison. Quoi? Vous n'en avez pas conscience, mais ils diluent dans votre bol de chocolat des pilules de bon sens, ou des cachets de « Sois un peu sérieuse, ma fille », qui sont de redoutables toxiques empoisonnant peu à peu l'imagination. Après quelques années de ce traitement, on devient un véritable zombie, incapable de rejoindre les territoires du rêve. On souffre de la maladie des pieds de plomb. On ne peut plus décoller. Demain, abstenez-vous de boire votre chocolat et jetez-le dans l'évier dès que votre mère aura tourné le dos. C'est important. Sinon, le poison du réel vous rendra toute grise à l'intérieur comme à l'extérieur. Et, d'ici peu, vous vous mettrez vous aussi à parler de politique et d'impôts. Vous aurez perdu tous vos pouvoirs. Il vous sera impossible de regagner le royaume des songes, et lorsque vous plongerez dans la baignoire, vous vous transformerez en statue de glace. Je ferai attention, promis, murmura Élodie. C'est bien, fit Thierry. À propos, votre nez commence à repousser. L'adolescente s'examina dans le miroir. Le garçon disait vrai. Pour l'instant, il était à peine plus gros qu'un dé à coudre, mais c'était déjà un progrès. Depuis que vous êtes ici en exil, on vous a gorgé de poison, reprit le jeune homme. Votre âme en est saturée. Voilà pourquoi les lapins roses ont eu tant de mal à établir le contact avec vous. Tout ce que vous mangez est probablement assaisonné de poudre de réalité qui tue lentement l'imagination. Essayez de prendre vos repas à l'extérieur. Et surtout, cherchez la clé. Elle est cachée quelque part dans cette maison. Vous la reconnaîtrez sans peine. Elle est en or et brille comme un morceau de soleil, même au cœur des ténèbres. Qu'en ferai-je? Pour vous libérer, il vous suffira de l'introduire dans votre nombril, qui est en fait une serrure, et de la tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Aussitôt, votre âme cessera d'être enchaînée à cette enveloppe qui vous tient lieu de corps, et vous pourrez librement rentrer chez vous au royaume des songes. Soyez prudente cependant. S'ils se doutent de quelque chose, les pantins augmenteront les doses de poison, et vous finirez par oublier ce que je viens de vous dire. Vous oublierez jusqu'à l'existence du monde des rêves. Vous ne rêverez même plus. Vous deviendrez une simple humaine, une petite personne sérieuse, triste et mortellement ennuyeuse. D'accord, fit Élodie. Maintenant je dois sortir d'ici. Peux-tu redevenir tatouage et te coller sur mon épaule? Je suis au service de votre Altesse, fit Thierry en s'inclinant. La seconde d'après, il commença à se dissoudre dans l'air. Quelle histoire, soupira Élodie en touchant son curieux bout de nez. Elle prit une profonde inspiration, ramassa le sac kangourou et ouvrit la porte de la salle de bain. Le combat commençait. Elle remonta le couloir sur la pointe des pieds et se glissa dans sa chambre.
À la lumière des révélations de Tinky Pinky, tout lui semblait étranger, et c'est à peine si elle se sentait chez elle. Désormais, il y aurait un avant et un après sa rencontre avec les lapins roses. Elle enfila rapidement des vêtements propres et jeta un regard distrait à son petit bureau couvert de manuels scolaires. Sachant ce qu'elle savait, elle n'avait plus envie de perdre son temps à apprendre ses leçons. Des aventures beaucoup plus passionnantes l'attendaient dans le monde des rêves. Elle s'expliquait mieux à présent pourquoi elle s'était toujours sentie différente des autres enfants. Elle n'était pas humaine. La réalité n'était pour elle qu'une prison dont elle devait s'évader le plus vite possible. Elle s'assit sur son lit. Elle regrettait la disparition de Thierry de Montpéril. Après tout, c'était bien agréable d'être traitée comme une princesse. La plupart du temps, les garçons n'étaient pas aussi gentils avec elle. Elle fut à deux doigts de se frotter l'épaule, mais un bruit de pas au rez-de-chaussée l'incita à la prudence. Les pantins rôdaient en bas. Sans doute commençait-il à s'inquiéter de son absence. Elle allait devoir leur donner le change, sinon il risquait de lui faire absorber de nouvelles drogues qui gommeraient ses souvenirs, et elle finirait par oublier l'existence de Tinky Pinky, de Thierry. Ne pouvant retarder davantage le moment de rencontrer les deux geôliers qui la tenaient enfermée dans la réalité, elle s'arma de courage pour descendre à la cuisine, prendre son goûter. Avant de quitter sa chambre, elle avala un morceau de comprimé de solidité et s'examina dans un miroir de poche. Son nez avait désormais une taille à peu près normale. Ses doigts manquants aussi. Seule son oreille s'obstinait à ne pas repousser. Mais en arrangeant ses cheveux d'une certaine manière, il était possible de dissimuler cette absence pour le moins surprenante. Avec un peu de chance, sa mère ne s'apercevrait de rien. Élodie était un peu nerveuse en atteignant le bas de l'escalier. Elle se rendait compte à présent que tous ses souvenirs d'enfance étaient faux. D'ailleurs, quand elle essayait de réfléchir à son passé, elle ne se rappelait pas grand-chose. Tinky Pinky lui avait expliqué que les faux souvenirs se présentaient sous la forme de gâteaux secs. Chaque biscuit contenait une scène factice qu'on se persuadait d'avoir vécue une fois la dernière miette avalée. Je suis sûre que tes pseudo-parents profitent de toutes les occasions pour te gaver de gâteaux secs, n'est-ce pas? Avait ricané le lapin rose. C'est pour eux le moyen d'implanter des souvenirs artificiels dans ton cerveau. Si tu examines ces biscuits, tu verras de minuscules inscriptions en relief à leur surface. Elles indiquent ce qu'ils contiennent. Des souvenirs de Noël, de promenades dans les bois, de vacances au bord de la mer. Un tas de trucs fabriqués de toutes pièces. Si tu cesses de grignoter ces cochonneries, ta mémoire se videra peu à peu, car ces images ont une durée de vie limitée et s'effacent d'elles-mêmes. Alors, tu prendras conscience que tu es amnésique. Ça va, ma chérie, lança maman à la seconde où Élodie franchissait le seuil de la cuisine. Pas de problème à l'école aujourd'hui? Tu parais bien silencieuse. Élodie regarda d'un œil neuf la femme qui se dressait de l'autre côté de la table. Elle se nommait Jeanne Sarella. C'est ce qu'elle prétendait du moins. Elle était grande avec des cheveux noirs et des yeux extrêmement scrutateurs. Des yeux qui semblaient capables de voir au travers des choses et des gens. Élodie s'assit sans répondre. Elle savait que Jeanne n'insisterait pas. Il n'y avait jamais de vraie conversation dans la famille. Lorsque son père ou sa mère disait quelque chose, ce n'était nullement dans l'espoir d'obtenir une réponse. C'est plutôt pour faire semblant de parler, pensa l'adolescente. En fait, ils n'ont rien à dire puisqu'ils ne sont pas réellement vivants. Maintenant qu'elle savait la vérité, beaucoup de choses lui paraissaient plus claires. « Il a fait beau aujourd'hui, récita Jeanne Sarella. Il y avait la queue chez le poissonnier. Le pain a augmenté.
Il faut te brosser les dents et prendre tes vitamines si tu veux grandir. Demain, il fera peut-être moins beau et il y aura la queue chez le boucher. Mais tu devras également prendre tes vitamines. Ton père en a ramené une nouvelle boîte hier. » Ouvrant un placard, la femme en tira un paquet de gâteaux secs et plusieurs flacons contenant des pilules colorées. Élodie n'avait jamais prêté attention à ces prétendues vitamines. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'était contentée de les grignoter docilement. À présent, les avertissements de Thierry de Montpéril résonnaient à ses oreilles. Sans doute s'agissait-il de pastilles d'obéissance ou de crédulité. Quand on les avalait, on perdait tout sens critique, on ne se méfiait plus de rien et on gobait les histoires les plus invraisemblables. « J'ai racheté les biscuits que tu aimes tant, annonça Jeanne Sarella d'une voix claironnante. N'hésite pas à en manger, il y en a 10 paquets. Élodie se versa un verre de lait et feignit de dévorer avec un bel appétit. En réalité, dès que sa mère sortait de la pièce, elle se précipitait sur la poubelle pour cracher ce qu'elle avait dans la bouche. Par curiosité, elle approcha l'un des gâteaux secs de son œil droit. En fronçant les sourcils, elle put déchiffrer en lettres minuscules l'inscription suivante. Ce biscuit contient une jambe cassée au ski, un ours en peluche oublié dans l'autobus, un anniversaire au bord de la mer, un stage d'équitation, une représentation théâtrale, en fin d'année en classe de CM2. Sacrée pochette surprise, souffla l'adolescente. Je comprends maintenant d'où viennent les souvenirs incohérents qui m'encombrent la cervelle. Elle se dépêcha de finir de goûter et monta dans sa chambre sous prétexte d'apprendre ses leçons. Sa mère ne s'y opposa point. Dès qu'elle fut retranchée chez elle, Élodie s'empressa de se frotter l'épaule gauche pour faire revenir Thierry. « Tu avais raison, murmura-t-elle au garçon dès qu'il se fut matérialisé au pied du lit. Ma mère, enfin la femme en bas, elle a encore essayé de me remplir la tête d'idées fausses. » « Elle fait son travail, grogna Thierry de Montpéril avec un geste évasif. Elle n'est pas réellement vivante. C'est une créature intermédiaire entre l'animal et le végétal. Si vous lui ouvriez le ventre, vous verriez qu'elle n'a pas d'organes. Elle est pleine de sève comme les cactus. Cela ne l'empêche pas d'être dangereuse. Mon père est pareil? Oui. Tous deux vous gavent de biscuits d'obéissance qui vous empêchent de réagir. La nuit, ils vous font des piqûres de « bonne petite fille bien sage », un élixir qui vous interdit de vous rebeller. Depuis combien de temps suis-je ici? J'ai l'impression d'y avoir passé toute ma vie, d'y être né. C'est une illusion. Il y a seulement 6 mois que votre oncle, Boromidas, a pris le pouvoir. Il a emprisonné vos parents et vous a exilé ici. Pourquoi? Il aurait pu m'enfermer avec mes parents. Je crois qu'il a peur de vous. Il existe une prophétie affirmant que le royaume des songes sera un jour gouverné par une enfant. En vous expédiant dans le réel, il ne courait pas le risque de vous voir revenir. C'est pourtant ce que j'ai fait. Oui, mais cela ne pourra pas se répéter indéfiniment. À force, votre corps se détruira de manière irrémédiable. Il se changera en une coquille dont vous ne pourrez plus vous échapper, d'où l'importance de la clé. Quand son père entra, Élodie tendit l'oreille pour surveiller ce qui se passait au rez-de-chaussée. Le silence qui y régnait lui confirma ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Lorsqu'elle n'était pas présente, les pantins n'ouvraient pas la bouche. « J'ai toujours cru que papa travaillait dans une banque, chuchota-t-elle à l'oreille de Thierry. Je suppose que c'est faux. » Bien évidemment, Votre Altesse. Ce genre de créature serait incapable de faire illusion dans le monde réel. La chose qui joue le rôle de votre père se contente de marcher dans les rues jusqu'au soir. Les sentinelles n'ont pas vraiment de cerveau. Elles sont dressées à une seule tâche, la surveillance des prisonniers. Y a-t-il beaucoup de prisonniers exilés de ce côté de l'univers? Oui,
mais ils ont fini par oublier qu'ils venaient du royaume des songes. C'est ce qui arrive lorsqu'on est trop longtemps gavé de faux souvenirs. Parmi ces pauvres gens, on trouve de nombreux artistes, des peintres, des écrivains. Ils ne sont pas tout à fait humains, ils n'appartiennent pas complètement à la réalité. Élodie dut descendre dîner. Elle prétexta une indigestion pour manger le moins possible, car elle voulait éviter de se bourrer le crâne d'images toutes plus fausses les unes que les autres. « J'ai sûrement attrapé la grippe, gémit-elle. Je n'ai aucun appétit. Je crois que je vais monter me coucher. Je t'apporterai un comprimé d'aspirine, ma chérie, annonça Jeanne d'une voix bizarre qui sortait de sa bouche sans qu'elle remue les lèvres. Élodie se demanda comment elle avait fait pour ne pas remarquer ces anomalies au cours des semaines passées. Sans doute étais-je trop assommée par les biscuits d'obéissance, se dit-elle en regagnant sa chambre. Elle décida d'attendre la nuit pour commencer à fouiller la maison de fond en comble à la recherche de la fameuse clé miraculeuse. Thierry de Montpéril reprit son apparence de tatouage, car il ne pouvait conserver sa forme humaine plus d'1 heure d'affilée. Élodie, déçue de se retrouver seule, fut très tentée d'ouvrir la fermeture éclair du sac de cuir jaune, mais elle retint son geste à la dernière minute, en songeant que sa mère s'étonnerait sûrement de la présence d'un kangourou dans la maison. Elle enfila donc son pyjama, cacha la besace magique sous le lit et s'appliqua à jouer les malades. Au cours de la nuit, elle se leva sur la pointe des pieds et entreprit d'explorer la maison à la recherche de la clé magique. Elle eut beau ouvrir tous les tiroirs, elle ne trouva rien. Elle en déduisit que la clé se trouvait probablement dans la chambre de ses parents. Peut-être même suspendue au cou de sa mère ou de son père. S'appliquant à ne pas faire grincer les lattes du parquet, elle s'approcha de la chambre parentale, sans toutefois oser poser la main sur la poignée. Elle se rappela ce que lui avait dit Thierry de Montpéril. Les geôliers ne dormaient jamais. Ils restaient étendus dans l'obscurité, les yeux grands ouverts. Voilà qui n'avait rien de rassurant. Elle dut s'avouer qu'elle n'avait pas le courage de les affronter. Qui plus est, en s'introduisant chez eux, elle risquait d'éveiller leur méfiance. Inquiète et mécontente, elle regagna sa chambre. Le lendemain, elle dut se rendre au collège, dont la routine lui parut encore plus insupportable que d'ordinaire. Comment les humains faisaient-ils pour supporter une telle monotonie, un tel ennui? La plupart d'entre eux semblaient ignorer la signification du mot « fantaisie ». Le soir même, alors qu'elle sortait de la douche et s'approchait du lavabo pour se coiffer, une inscription apparut dans la buée recouvrant le miroir. « Demain soir, lut Élodie, prends un bain à 20 heures. Nous enverrons l'eau du lac des rêves dans la tuyauterie. Tiens-toi prête à passer dans l'autre monde. » La jeune fille fit comme on lui disait. Le lendemain, elle s'enferma dans la salle de bain à l'heure prévue. À peine fut-elle plongée dans la baignoire remplie d'eau magique qu'elle se dématérialisa et coula dans le tunnel liquide menant au royaume des songes. Lorsqu'elle émergea de l'autre côté, Tinky Pinky et ses frères se tenaient sur la rive pour l'accueillir.